Voilà, donc je vais commencer, puis je passerai la parole ensuite à Fabrice. Donc on va se partager le temps de parole pour vous présenter donc, les résultats du projet sur VAPI, qui a été conduit donc, avec des financements d'Ecofito et un cofinancement de chacun des partenaires entre 2018 et 2022. Donc c'est un projet qu'on a conduit donc, sur 7 sites au niveau national, avec pour chacun des sites un binôme entre la Chambre d'agriculture et l'ADA locale. Et c'était presque le point de départ du projet, en fait, d'avoir sur chaque territoire un travail conduit en partenariat entre les acteurs agricoles et les acteurs apicoles. Donc, on a construit ce projet avec donc l'ensemble des partenaires Chambre d'agriculture, ADA, dont vous voyez le logo sur la carte, et avec l'accompagnement technique et scientifique de l'ITSAP. Et sur chacun des sites de travail, en fait, la question sur laquelle on a travaillé a été élaborée par les partenaires localement grâce à des phases de concertation. Donc, on n'avait pas une thématique unique, mais des thématiques qui répondaient aux enjeux locaux qui avaient été identifiés par les acteurs. Donc, sur chacun des sites, voilà, on a travaillé autour de ruchers observatoires. Alors, c'est pas l'observatoire de la mielée sur la même configuration que la mielée de la viande, mais c'est donc un suivi de ruchers observatoires. Donc, c'est en fait un moyen qu'on a utilisé pour étudier les interactions entre les abeilles et leur environnement. Donc, sur la construction du projet, donc vous voyez, on avait différentes étapes et différentes actions qui ont été conduites. Donc, si on prend ça dans l'ordre chronologique, donc on a commencé sur chacun des sites par une phase de concertation territoriale qui a permis de rassembler les acteurs, donc agriculteurs, apiculteurs, les conseillers, et puis d'autres acteurs localement qui pouvaient être intéressés par le projet et les résultats, notamment sur des enjeux qualité de l'eau et qualité de l'air. Donc, j'y reviendrai sur cette phase de concertation. Donc, cette phase de concertation a permis d'aboutir à la question de travail sur chacun des sites. Et donc, une fois qu'on avait notre question de travail, ça a déterminé le calendrier, donc la période de l'année sur laquelle on allait suivre les colonies de notre rucher observatoire. Et on s'est donc mis à la phase de suivi des ruchers observatoires, donc avec 2 grands volets. Donc, un volet qui concerne le suivi de la contamination des matrices apicoles pour suivre la contamination par les pesticides et autres polluants qu'on peut attendre dans les colonies. Et puis un volet concernant le suivi de l'état de santé des colonies. Donc là, merci Émilie. Enfin, voilà, tu as défriché le sujet. Donc pour le suivi de l'état de santé des colonies, on s'est basé sur la méthode Coleval qu'Émilie a présentée, donc avec des mesures de poids et de surface, de couvain, de pollen, les différentes caractéristiques qui permettent d'évaluer la dynamique de la colonie, des questions sanitaires, des mesures de varroa. Voilà, donc on a réalisé ces suivis sur 9 semaines sur chacun des sites. Et puis en parallèle, vous voyez, c'est le point 4, donc on a rassemblé des données sur l'environnement des ruchers. Donc, à la fois les ressources disponibles donc dans les cultures, dans les surfaces agricoles autour des ruchers, mais aussi dans l'environnement naturel avec les ressources disponibles dans les haies, les forêts, les bords de parcelles, voilà, donc, tout ce qui est ressources d'espace semi-naturels. Et puis on a, donc à partir de ces éléments, donc le suivi des ruchers, les informations qu'on a recueillies autour des ruchers, organisé des phases de partage des résultats. Donc on a partagé les résultats de nos ruchers observatoires avec donc les agriculteurs, apiculteurs, conseillers et parties prenantes sur chacun des territoires.
Et donc là, notre objectif, c'était d'organiser des ateliers de co-construction pour, à partir des résultats qu'on obtenait, améliorer les pratiques. Voilà, voir quels étaient les leviers pour améliorer les pratiques en faveur de la santé des colonies. Et puis, bien sûr, comme dans tout projet, une phase d'élaboration d'outils, de partage et de pilotage du projet. Donc, rapidement sur le suivi de la contamination des matrices. Donc, on a réalisé des analyses sur les pollens, donc avec des trappes à pollen, des butineuses. Donc là, on a prélevé des butineuses à l'entrée de la ruche. Donc, ça, c'était voilà, le petit challenge sur certains sites à certaines saisons d'arriver à prélever nos butineuses. Et puis, donc, des prélèvements de cire. Donc là, avec des cires qu'on a introduit au début de chaque saison de suivi, dont on connaissait les caractéristiques qui avaient été analysées. Et donc, on refaisait un prélèvement en fin de période de suivi pour voir quelles étaient les contaminations éventuelles sur les cires. Et donc, comme je vous le disais au départ, une originalité de ce projet, c'est la concertation qu'on a mise en œuvre sur chacun de nos 7 sites. Donc, on a rassemblé donc à chaque fois donc, des agriculteurs, des apiculteurs, comme je vous le disais. On a privilégié des professionnels, alors des agriculteurs, mais aussi des apiculteurs professionnels. Et on a tous fait le constat que les discussions étaient toujours apaisées, constructives, voilà, qu'on n'était pas dans des situations conflictuelles comme ce qu'on peut lire parfois dans la presse sur les relations entre agriculteurs et apiculteurs. Voilà, en travaillant avec des apiculteurs pros et des agriculteurs dans l'activité économique, voilà, avec des enjeux d'exploitation agricole, on a toujours réussi à travailler dans des climats constructifs. Donc, on a organisé ces temps de concertation. On avait des temps d'échange sur chacun des sites entre conseillers du réseau des chambres d'agriculture et du réseau des ADA, ne serait-ce parce que les suivis au rucher, comme vous voyez sur la photo, là, étaient conduits en binôme avec les conseillers des 2 structures, ce qui a permis des temps d'échange plus informels et des discussions autour du projet et plus largement autour des interactions entre les activités. Et puis, donc, pour ces phases de concertation, donc, on a élaboré des outils qui nous ont permis d'organiser des temps de partage. Donc là, la photo que vous voyez, c'est un atelier de photolangage un peu adapté sur la phase de lancement du projet sur un site. Donc là, l'objectif était d'arriver à partager une vision du territoire, des enjeux pour chacune des activités, donc l'activité apicole et l'activité agricole, de voir les points d'interaction et d'identifier les questions qui se posaient pour l'exercice des activités des agriculteurs et apiculteurs. Et globalement, on a été assez surpris de voir que l'ensemble des acteurs partageaient une vision assez proche du territoire, avec les mêmes priorités en termes d'activités à favoriser, d'activités potentiellement impactantes sur lesquelles il fallait agir. Donc voilà, donc ce type d'atelier a été conduit de façon différente selon les thématiques locales, mais l'objectif était, sur un territoire donné, d'identifier une question d'intérêt pour l'ensemble des acteurs. Donc, à partir de cette question de travail qui est identifiée sur un site, donc on a accumulé des informations sur les ruchers observatoires, des résultats de suivi, des résultats sur la qualité de l'environnement et les pratiques dans l'environnement des ruchers.
Donc, ça nous a permis d'élaborer des synthèses et des résultats qu'on a obtenus sur chacun des sites. Donc, ça correspond à la fiche que vous voyez en bas avec l'ensemble des résultats qui sont rassemblés. Et c'est ces résultats qui ont été partagés donc, lors des phases de concertation et de co-construction à l'issue de chacune des années de suivi. Voilà, donc quand on parle de temps d'échange et de concertation, donc on s'est retrouvés en salle, une illustration de salle de réunion, quelque chose d'assez classique. Et ce qu'on a organisé aussi sur chacun des sites, c'est des temps d'échange au rucher. Donc, vous voyez aussi là, la photo, je trouve ça toujours drôle de voir tout le monde habillé en cosmonaute, sauf l'apiculteur, voilà, qui se distingue des autres participants à ce genre de rencontres au rucher. Mais voilà, c'était aussi des temps d'échange pour que chacun puisse comprendre les activités de l'autre. Donc, sous les combinaisons, vous avez des agriculteurs, vous avez un apiculteur qui présente son activité et ses priorités dans sa recherche d'emplacement de ruchers dans les territoires agricoles. Voilà, quelles sont les caractéristiques importantes pour lui en termes de ressources et de pratiques, de qualité de l'environnement pour le choix d'implantation de ruchers. Donc voilà le cadre du projet. Je laisse la parole à Fabrice pour vous présenter les résultats de 2 des sites. Voilà, donc merci Florence. On continue donc en se focalisant sur les résultats de 2 sites en Occitanie, assez différents. Le premier traite d'un milieu viticole où la question qui était posée était d'étudier l'impact des pratiques viticoles sur les colonies, et le second visait à regarder s'il existait un risque d'exposition aux antiparasitaires d'élevage en Lozère. Et on va commencer par ce site-là, qui est à droite sur la diapo, où on a suivi en 2019, sur une période de mai à mi-juillet, donc nos ruchers observatoires au cours de la mielée de printemps. Et en 2020, on était sur une période un petit peu plus décalée, du mois d'août à mi-octobre, lors de la préparation de l'hivernage. Donc, les questions, comme le disait Florence, et les choix de suivi sont vraiment des décisions des acteurs en fonction des observations qu'ils ont et de ce qu'ils souhaitent observer. Donc, regardons justement ce que nous révèle l'intérieur de ces ruches, puisque c'est de ça dont on parle. Alors, on a d'un côté des analyses toxicologiques qui vont nous révéler des informations sur les résidus qui peuvent être concentrés dans les matrices abeilles, butineuses, donc apicoles, donc on parle de butineuses de pollen, on avait aussi la cire. Mais on regardera tout à l'heure aussi un exemple du vol alimentaire aussi, par rapport aux pollens qui sont butinés. Alors, concernant la Lozère, dans ce contexte polyculture-élevage, on a à peu près 25 échantillons par matrice. Et finalement, qu'est-ce qu'on observe ici? En fait, c'est qu'il y a globalement peu de diversité de résidus qui ont été détectés. Lorsqu'ils sont entre parenthèses, là, c'est quand ils sont quantifiés. Donc, on a eu finalement 4 résidus différents qui ont été quantifiés et puis 6 détectés. On peut noter ici la présence d'un fongicide. Et donc, parmi ces produits-là, essentiellement des acaricides. Donc, au cours de ces suivis, en fait, on note aucune quantification de produits phytosanitaires en Lozère et des quantifications, par contre, d'amitrases, qui sont ces acaricides qui sont liés au traitement antivarrois appliqué en fin de saison de 2020. On regarde maintenant, pardon, on regarde ce que les butineuses ont butiné pendant cette période, c'est de suivi. Donc, la première partie du graphe, vous avez en fait à gauche ici, pour 2019, des semaines 20 à 21 et jusqu'aux semaines 28-29, donc du 15 mai au 20 juillet. Et on a ces histogrammes qui représentent la quantité moyenne cumulée de pollen. Et la même chose en 2020,
pour la seconde année en fin de saison. On voit surtout que dans cet environnement de polyculture élevage, finalement, la part des espèces cultivées apparaît comme assez minoritaire, mais quand même significative, on retrouvera des moutardes, donc les brassicas qui sont ici, le sainfoin en marron ou le pollen de maïs sur la deuxième période. Donc finalement, on a beaucoup de pollen aussi qui sont collectés dans des zones pas forcément cultivées, hein, dans les zones annexes agroécologiques. On va retrouver aussi, par exemple, du chêne en début de période, de la bourdaine, de la ronce, du châtaignier un peu plus tard, et puis en fin de saison, des chicorées, des trèfles et le lierre. Ces informations-là, en fait, le fait que les abeilles butinent aussi beaucoup d'autres espèces, c'est important à savoir, et ça fait partie des discussions, de ce qui arrive dans les discussions entre apiculteurs et agriculteurs pour pouvoir aménager l'environnement au sens large, pas uniquement les parcelles cultivées, mais aussi ce qu'il y a autour. On a noté qu'une origine des contaminations qui était non clairement identifiée, hein, a priori via la flore spontanée, donc ces fongicides, des traces de glyphosate, donc pas beaucoup de produits quantifiés, mais voilà, des origines qui sont toujours difficiles de les raccrocher de trouver les origines, pardon. Donc, sans doute une dérive, hein, de ces produits sur la flore spontanée à l'entour des parcelles. Et puis, voilà, comme je disais, une faible diversité de ressources en fin de saison, sans doute liée à des problématiques de sécheresse. On voit que la quantité de pollen en fin de saison est quand même assez faible. Alors, on sait qu'il y a un grand besoin de faire des réserves à cette période. Au niveau de la synthèse, donc pour rappeler la question qui était précisée, qui était étudiée, c'était le risque d'exposition aux antiparasitaires d'élevage. Finalement, on note que dans ce suivi, il y a eu peu de mortalité suspecte, hein, qui ont été constatées, aucune détection des biocides antiparasitaires d'élevage utilisés dans la zone d'étude. Donc, ça, c'est important de le dire aussi, hein, quand on ne retrouve pas de produits. Et par contre, dans ce cas présent, c'est plutôt les conditions météorologiques qui ont eu un effet sur le comportement des colonies et la production de miel, avec une calamité agricole, notamment en 2019. On va passer maintenant à un deuxième cas qui est bien différent, qui se passe dans les Pyrénées-Orientales, dans un contexte viticole où les apiculteurs positionnent des ruches dans cette zone plutôt en fin d'hivernage, enfin passer l'hiver, et ou pour enchaîner sur une mielée de bruyères blanches arborescentes. Et là, contrairement à la Lozère, on voit que la plupart de nos échantillons ici contenaient des résidus de pesticides. Donc un tiers, par exemple, des résidus des échantillons contaminés pour ces butineuses en 2020, jusqu'à 100% des échantillons de pollen ici. Et quand on regarde la diversité des résidus détectés, on peut en compter jusqu'à 16 et 5 qui ont été quantifiés. Donc, ce n'est pas rien. Ça fait quand même beaucoup de produits qui sont retrouvés dans ces matrices. Et donc, plusieurs familles, des insecticides, des fongicides, hein, jusqu'à 15 dans les pollens en 2020, et 3 herbicides et un acaricide. Alors, là aussi, la période a changé entre 2019 et 2020. On a été décalé un petit peu dans le temps. On avait commencé en 2019 par un suivi entre février et avril, et ensuite, les acteurs locaux ont positionné le suivi entre avril et début juin, au moment de la floraison des vignes et puis des traitements contre la fluorescence dorée. Et là, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est qu'il y a eu peu de liens entre les contaminations et les pratiques viticoles en 2019. Donc, en fait, les contaminations qu'on voit, hein, sont originaires d'autres systèmes qui étaient situés à plus de 3 km. Et il y avait des zones horticoles aussi qui pouvaient générer peut-être des pollutions. Et en 2020, donc, on constate aussi des traitements, une exposition quasi chronique à des mélanges de fongicides, et notamment à cette période forte pression mildiou sur les parcelles viticoles.
Donc, si on rentre un petit peu dans le détail, on a retrouvé en 2019 des expositions de butineuses à 2 insecticides qui avaient la mention abeille. Donc, alors ça, c'est important parce que ça permet de discuter avec les agriculteurs de l'usage de ces produits. S'ils ont la mention abeille, c'est qu'ils étaient à utiliser dans des conditions en dehors de la présence des abeilles. Et pour autant, on en retrouve des résidus. Ça veut dire que les abeilles ont été exposées. Par ailleurs, on retrouve aussi une coexposition entre un fongicide et une pyrètre pendant le premier mois de suivi. Donc, on connaît aussi, on sait que ces usages en mélange sont interdits, hein, mais au niveau de l'abeille, elle peut se retrouver finalement face à ce mélange puisque les produits se concentrent dans la ruche et avoir des effets synergiques, notamment entraîner aussi des effets létaux-sublétaux. 4 détections de molécules interdites aussi en 2019, une en 2020. Alors ça, c'est assez classique en fait, hein, dans nos suivis où on retrouve des molécules qui sont interdites, comme dans d'autres compartiments finalement environnementaux, que ce soit l'eau, l'air. Donc, c'est aussi intéressant de montrer et de voir qu'il y a toujours de la rémanence de certains produits. Et également, les ressources sont majoritairement issues de la flore naturelle. On va le regarder. Les expositions ont eu lieu via la contamination de la flore adjacente aux cultures traitées. Et donc, c'est aussi le butinage des espèces alentours qui est la ressource qui est exposée, contaminée, qui derrière va exposer les abeilles. Donc, quel est l'impact en fait des pratiques viticoles sur les colonies dans cette région? On a vu un développement normal des colonies au printemps 2019 avec des gains de poids significatifs, donc plutôt positifs. Des ressources limitantes en 2020 avec des zones et des périodes de faible intérêt apicole. Donc, la période était un petit peu décalée. Pas de surmortalité d'abeilles constatée, mais quelques symptômes de maladie. Donc, c'est quelque chose qu'on regarde aussi toujours, puisque c'est important d'avoir ça dans les discussions avec les agriculteurs. Et là où on peut aussi noter des éléments qui vont permettre d'objectiver les conseils de traitement, hein, c'est qu'en 2020, donc, les périodes de traitement montrent une forte corrélation avec les contaminations. Donc, on peut travailler aussi sur les horaires de traitement pour limiter cette exposition. Et on a aussi noté une non-détection des 3 traitements contre la cicadelle vectrice de la flavescence dorée en 2020. Donc, c'est aussi important à rappeler. Donc, voilà des résultats qui permettent finalement, grâce à la ruche comme objet frontière, objet qui révèle des informations communes pour les apiculteurs et les agriculteurs qu'on met en débat. On a aussi les informations liées au pollen. Et ce que je souhaitais dire là, c'est qu'on peut comparer en fait un assolement que vous avez ici à gauche, de camembert, avec le bol alimentaire qui est retrouvé dans les ruches. Il y a les pollens butinés et on s'aperçoit que finalement sur un assolement qui contient plusieurs types de cultures, dont du maïs en verre, du blé, du colza en peu de surface, mais beaucoup de prairies, nos abeilles, elles vont, le bol alimentaire de nos abeilles est constitué finalement pour 1/3 de colza, alors qu'il représente finalement peu en proportion sur le territoire, et que tout le reste est issu d'espèces qui sont plutôt spontanées ou qu'on va trouver ailleurs autour des parcelles, comme le prunier, le saule, le chêne, le hêtre, etc. D'où l'importance d'aménager les paysages. Autre information qui est aussi révélatrice et qui montre aussi le comportement qui peut être différent d'une colonie à l'autre. On a ici finalement pour 5 ruches différentes leur bol alimentaire pendant le suivi. Et on peut regarder on peut voir finalement que si je prends l'exemple de la ruche numéro 6, en fait, elle a 75% ici de son bol alimentaire qui est expliqué par composé de colza, alors que la ruche numéro 1, elle, va aller butiner d'autres espèces. Donc, derrière un schéma, certes global, commun, on a quand même des différences qui sont assez notables, tant en proportion, donc c'est la taille des camemberts, qu'en composition du bol alimentaire. On a ici aussi la ruche numéro 9 qui a pratiquement 80% de son bol alimentaire à cette période qui est composé de colza, alors que la ruche numéro 1, elle, va être, son bol alimentaire va être composé de hêtre à plus de 60%. Donc, c'est important aussi d'avoir ça en tête et d'avoir ces informations-là. C'est ce que nous révèlent ces observatoires.
vais laisser Florence suivre. Oui, voilà, donc juste, voilà, on arrive à la fin de notre présentation. Donc pour vous indiquer que ces ruchers observatoires ont permis aussi de faire entrer ces questions de relations entre abeilles et pratiques agricoles dans les échanges localement. Donc on vous a mis quelques articles de presse qui ont été publiés par les différents partenaires. Donc des rencontres au rucher qui ont aussi permis d'élargir le public. Donc là, il faut que vous me fassiez confiance, mais parce que les combinaisons, c'est plus des agriculteurs, c'est des conseillers agricoles sur un des sites. Donc les ruchers observatoires ont aussi permis de faire de la formation, sensibilisation sur l'importance des pratiques agricoles en lien avec l'enjeu de protection des abeilles dans les territoires. Et puis, voilà, on a organisé des réunions d'information, des réunions techniques pour parler du projet. Donc, voilà, je ne veux pas spoiler la dernière diapo de conclusion qui va être présentée par Fabrice, mais ça a vraiment initié des dynamiques localement sur les liens entre abeilles et environnement agricole. Donc, effectivement, on a quelques points à retenir qui sont intéressants et on montre que cette approche des binômes entre conseillers agricoles et conseillers apicoles complétée par les apiculteurs et les agriculteurs était une belle démarche. Et donc, ça favorise les connaissances et les compréhensions mutuelles. Donc, c'est pour nous une voie vers la concertation et la conciliation pour aller au-delà ensuite et faire changer certaines pratiques. On a pu voir aussi que l'usage des pesticides génère une contamination des milieux agricoles et non agricoles, une exposition des abeilles et de leurs ressources alimentaires, voire une coexposition. Donc, c'est des sujets qui sont toujours difficiles, mais de les aborder sous cette manière-là permet aussi de faire évoluer les choses et de prendre conscience. La ressource, on va en parler juste après avec Marion, et il faut insister aussi là-dessus. Il y a toujours un besoin d'améliorer cette abondance de ressources, cette diversité, pour générer une diversité de pollen pour la santé des abeilles. Et donc, s'il y a à la fois le besoin d'actionner de travailler sur les parcelles, dans les espaces cultivés, mais aussi aux alentours, et de toujours augmenter ces espaces agroécologiques. Et enfin, voilà, pour ceux qui souhaitent en savoir un peu plus, donc tous nos résultats, enfin les principaux résultats sont accessibles sur le site Ecophytopic. Et donc très prochainement, au courant de l'année 2023, une ressourceothèque dédiée à ces sujets, dans le cadre d'un projet qui s'appelle Ocapis, sera mise en ligne pour permettre à chacun d'aller chercher des supports et des solutions. Voilà, on souhaitait évidemment remercier tout le monde qui a participé à ces projets, et en particulier les apiculteurs et les agriculteurs qui sont bien impliqués, et notamment dans les ateliers et sur les sites. Merci à vous. Merci. Du coup, merci à tous les deux. Je vais vous transmettre un peu les questions de la salle. Peut-être pour commencer, quelqu'un qui s'interroge par rapport à la différence de bol alimentaire de colonies au sein d'un même rucher lors d'une même semaine. Est-ce que cette question a été un peu creusée? Est-ce que ça peut être en lien avec des facteurs génétiques voilà. Pour l'instant, on n'a pas creusé plus que ça cette question, mais ça montre bien que finalement les colonies allouent dans leur recherche de butin, il y a une communication qui est différente, et elles ont des besoins aussi différents. Elles mettent en œuvre aussi des moyens de prospection qui peuvent varier. Donc là, c'est vrai qu'il faudrait peut-être aller voir un peu plus dans la littérature. Je n'ai pas comme ça en tête d'exemples qui montreraient qu'il y aurait un lien avec la génétique, par exemple. Après, il y a des questions très techniques plutôt sur les traitements phyto. Par rapport au vent, par exemple, quelqu'un s'interroge sur cette limite 19 km/h, alors que c'est des choses qu'on retrouve. Est-ce qu'il y a des risques pour la ressource, pour les butineuses?
Et est-ce que ces paramètres de vitesse du vent sont contrôlés ou pas lorsqu'il y a un traitement? Il y a un impact. Le risque, c'est la dérive. Donc, sur plusieurs sites, on l'a d'ailleurs observé, hein, que les ressources d'espaces naturels, type des haies, des ressources de sous-bois, étaient contaminées par des produits utilisés sur les parcelles agricoles à proximité. Et donc, en effet, il y a un cadre réglementaire derrière ça, avec l'interdiction de traiter lorsque le vent est au-delà de 19 km/h. Bon, alors, c'est bien sûr une bonne pratique. Les agriculteurs essayent de traiter quand il n'y a pas de vent, parce qu'une de leurs obligations, c'est de ne traiter que la parcelle visée et d'engager les moyens nécessaires pour éviter la dérive des produits en dehors de la parcelle. Donc, il y a un cadre réglementaire qui est fixé avec une limite à 19 km/h. Et en effet, il peut y avoir des sanctions derrière, ça arrive. Voilà, donc, un acteur localement observe un agriculteur en train de traiter alors que la vitesse du vent est supérieure à cette limite réglementaire, et en effet peut faire appel au service de contrôle pour constater l'infraction et pénaliser, sanctionner l'agriculteur. Ça arrive. Que les gendarmes se déplacent pour faire un constat et des sanctions d'agriculteurs derrière. Bon voilà, après je vous le redis, c'est quand même la bonne pratique majoritairement répandue de traiter en absence de vent. Ce qui peut arriver, c'est voilà, l'agriculteur commence son traitement le matin dans des conditions idéales et voilà, le vent peut se lever dans la matinée. Voilà, après 19 km/h, ça fait vraiment beaucoup de vent, donc là, les agriculteurs ne traitent plus à 19 km/h, sauf celui qui roule à 150 sur l'autoroute, je suis d'accord avec vous. Peut-être une autre question. Il y a quelqu'un qui s'interroge sur le fait que la mitraze est retrouvée dans les matrices apicoles. Est-ce que ça peut être lié à une mauvaise utilisation des traitements vétérinaires ou pas forcément? Et du coup, qui élargit sur est-ce que le fait de retrouver des fongicides, herbicides, etc. dans les matrices apicoles sont forcément liés à une mauvaise utilisation par les agriculteurs ou pas forcément? Concernant la mitraze retrouvée, il peut y avoir, alors on en retrouve régulièrement dans les acaricides, dans les cires. Il peut y avoir un déplacement de ces molécules au sein de la ruche, et puis aller vers les pollens. Alors, le fait qu'on en retrouve sur les pollens de trappe, alors là, j'ai plus en tête là, ce que c'était, je crois que c'était dans les pollens et les abeilles. Ça peut aussi, ouais, ça peut interroger. Je pourrais pas répondre spécifiquement à cette question-là. L'autre question, elle concernait là les fongicides, c'est ça? Oui, est-ce que voilà, c'était pour les pratiques apicoles, c'était un non-respect de la posologie qui pouvait amener à des traces dans les matrices, et pareil pour l'utilisation des molécules agricoles, quoi. On est dans des études de cas avec ces systèmes, avec nos approches d'observatoire où on essaie de rechercher les sources de contamination. Et dans certains cas, c'est inexplicable. On ne comprend pas pourquoi il peut y avoir des molécules qu'on retrouve lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Il y a des hypothèses, hein, bien sûr, de rémanence, de remobilisation. Là, dans le cas où on arrive à faire le lien entre la pratique des agriculteurs et puis ce qu'on retrouve, parfois c'est lié à des questions d'horaire où les abeilles étaient exposées, étaient en butinage au moment où il y avait des traitements, par exemple. Donc, on arrive à ce que disait Florence tout à l'heure, à faire des liens où on est en dehors des bonnes pratiques. Et donc, cela peut avoir des effets sur les abeilles. Oui, pour compléter, on observe aussi des contaminations qui ne sont pas forcément liées à de mauvaises pratiques. Voilà, l'agriculteur peut utiliser un produit commercial dans le cadre de son autorisation mise sur le marché. Et nous, de notre côté, on a pu observer des contaminations de matrices apicoles
Et c'est aussi un des intérêts de ce projet sur VAPI, c'est de pouvoir faire remonter des informations à la phytopharmacovigilance, donc en fait à la surveillance des effets des produits phytosanitaires sur les matrices abeilles, dans le cadre du suivi post-homologation des produits. Donc voilà, ça peut être une mauvaise pratique, mais ce n'est pas toujours de mauvaise pratique du côté des agriculteurs. Ensuite, il y a des questions sur un peu des aspects de protocole. Je vais vous laisser répondre à l'écrit en un second temps. Et il y a aussi une personne qui vous propose de vous rapprocher d'un projet viticole qui s'appelle Envipro, sur lequel il pourrait avoir des passerelles. Donc là aussi, je vous laisserai répondre par écrit. Et peut-être, dernière question, je ne sais pas Fabrice, si tu pourrais répondre à ça. C'est sur quelqu'un qui s'interroge sur les observatoires de résidus de pesticides qui sont faits au fil des années par l'ITSAB. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été observées en termes d'évolution, de quantité de molécules retrouvées, de type de famille? Est-ce qu'il y a des baisses, des hausses, des modifications? Oui, bah, c'est une bonne question et je pense que là, c'est un travail qu'on n'a peut-être pas encore fait, c'est d'analyser finalement les séries des données dans le temps. Là, depuis à peu près 2015, on réalise ce type d'observatoire et de regarder, d'étudier la quantité et la toxicité des molécules qui sont retrouvées. Est-ce que ça évolue dans un sens plutôt favorable ou pas? Là, je ne pourrais pas comme ça le dire. Dans un suivi en arboriculture, on retrouve encore beaucoup de produits. Par contre, peut-être que c'est des intoxications vraiment un peu fortes. Peut-être que ça évolue dans un sens un peu favorable, mais ça laisse aussi ça laisse le champ en fait à des observations où on est sur des mortalités ou des affaiblissements plus diffus, moins faciles à comprendre, et puis des cocktails dont on ne maîtrise pas les effets. Voilà, ça reste un travail à faire. Et ensuite, il y avait une question sur des aspects plutôt viticoles dont j'ai pas trop compris le sens, sur des histoires de maturation des raisins. Si la personne veut un peu développer, je pense qu'on pourra vous répondre par écrit. Et peut-être, voilà, la dernière question qui peut faire la transition avec l'intervention suivante, c'est on vous demandait si vous avez, lors des moments de concertation, etc., tous les sujets de culture intermédiaire, de CIPAN, de certainement plantation de haies, etc., étaient évoqués avec les agriculteurs pour des changements de pratique en faveur de la ressource. Oui, bien sûr. Enfin, je peux commencer à répondre. Donc, sur les temps de concertation, c'est un des éléments qui a été pris en compte. Enfin, l'importance de la ressource pour les abeilles et le constat qui a été fait en Bretagne a été fait dans la plupart des sites qu'en fait, contrairement à ce qui était attendu par les apiculteurs, on s'est vite rendu compte que les abeilles allaient chercher beaucoup de ressources en dehors des parcelles cultivées. Et donc, on a évoqué l'importance de la ressource, de tout ce qui est ressources dans les espaces semi-naturels, donc les haies, les ronciers, les bords de parcelles, les adventices. Et on a évoqué aussi la question des sipans. Alors, c'était d'ailleurs un thème central sur le site de Charente-Maritime, où la question des apiculteurs, c'était la préparation de l'hivernage. Donc, sur les 2 années de suivi, on avait identifié des agriculteurs qui ont implanté des couverts mellifères sur cette période d'interculture. Et puis, été 2019 et été 2020, dans notre contexte local, ça n'a pas levé. Donc, les tentatives d'implantation de CIPAN pour en voir l'effet dans le cadre de nos dispositifs de ruchers observatoires sont soldés par le constat que c'est compliqué d'implanter des cultures intermédiaires dans certains contextes. Mais oui, ça a permis, ce projet a permis sur plusieurs sites de mettre le doigt sur l'importance des ressources alimentaires pour les abeilles de manière globale et sur le fait que les pratiques agricoles avaient un impact direct, donc à la fois sur l'implantation de couverts, que ce soit en cipan ou en bordure de parcelles, dans les paysages, mais aussi dans le maintien d'espèces qui n'étaient jusqu'à présent pas forcément connues des agriculteurs. Donc voilà, tout ce qui est érable, saule, hêtre, les espèces dans les haies, les ronces et les adventices. Ok, super, du coup, merci à tous les deux.